Bonjour, vous avez été nombreux à me suivre dans ma première intervention, ma première vidéo. Je vous remercie, je remercie tout le monde, tous ceux qui ont eu le temps de suivre ma première intervention, ma première vidéo sur la situation qui se déroule ici plus précisément dans le camp de Maïeba. Vous avez été nombreux, je suis vraiment content et je vous remercie encore davantage. Je suis à votre service. Au moins, je facilite l'explication à ceux qui veulent en accéder et qui ont difficile, bien sûr, à se ressourcer. Je vous demanderai aussi de vous abonner massivement sur ma chaîne TV qui s'appelle Inafa TV, qui est sur YouTube. C'est une chaîne qui a été créée, pas par circonstance, non, mais ça a existé pendant un certain moment et puis j'ai arrêté et puis là l'événement qui est arrivé m'a poussé à reprendre mon travail. Pourquoi? Parce que beaucoup de nos frères, beaucoup de nos amis, beaucoup de nos connaissances, les passionnés de la bonne information, ceux qui veulent, ceux qui aiment leur population, peuple congolais, réfugiés en général, voulaient s'enquérir de la situation qui se parle en République de la Zambie. Et plus précisément sur le cas du banditisme perpétré dans la Zambie en général, et puis dans les camps, voilà. Aujourd'hui, je ne dirais pas du camp, mais je dirais des camps, tous les camps qui est en Zambie, donc tous les camps de refuge de la Zambie qui est aujourd'hui atteint. Ça a commencé par le grand camp Maïeba, mais aujourd'hui, Mayuka Yukwa, et puis il y a Matampala, donc un peu partout, là où il y a les réfugiés, ils sont aussi atteints par ce fléau qui est la toxication, donc ce fléau de gaz toxiques qui sont aspergés ou je ne sais pas, gazés, hein, je peux utiliser le verbe gazer dans la population et aussi dans le camp de refuge qui n'est pas épargné en particulier. Et plutôt en particulier. Alors, qu'est-ce que je voulais dire aujourd'hui? Vous me poserez la question, quelle est la nouvelle que j'amènerai, à part ce que vous avez déjà entendu. Et je vais entrer dans le débat. Bon, je vais entrer dans les détails plutôt. Et encore une fois, je voulais m'expliquer pour ceux qui ont demandé, parce que j'ai beaucoup de requêtes et de plaintes, quelques plaintes aussi de la part de nos frères qui ne comprennent pas le français. Je suis bien sûr, on me dirait que normalement je devrais parler en anglais, je devrais apprendre l'anglais bien sûr, mais c'est aussi un code. Je ne suis pas en train de faire un travail qui est vraiment... Bon, c'est légal, mais c'est un peu quelque part une guerre, quoi. Parce que ce que je suis en train de dénoncer ici, ce n'est pas permis à tout le monde. Alors, si je mettais cela en anglais et que mon links serait tombé dans l'une des mains des autorités de la place, voilà ce que ça peut arriver. Vous voyez un peu l'interprétation, tout ça et ma réputation. Bon, bien sûr, j'ai pas peur, mais quand même, il faut essayer de me protéger et de me préserver pour que je continue à donner les informations, pour que ça vous parvienne. En fin de compte, vous comprenez qu'est-ce qui se passe juste ici au camp de Maïeba et donc généralement sur les réfugiés, sur les cas des réfugiés. Donc l'anglais, je mettrai, mais quand même faites un effort de comprendre le français et puis il y aura la traduction, hein, ou start mixing French, English, maybe Swahili, or for those who doesn't understand Swahili, yes, and those who are not very much good in French, maybe they will be having English for this and for the small time for me to explain. But I have someone who starts helping me for the future days who come. We will start translate the information from
French to English or from Swahili to English. But for the moment, let me comment it in French for me to hide myself and also to protect myself. So you who you can understand easily French, is better you can also inform or you can translate for those who doesn't understand or listen very much French. Please, I'm begging you, be many on my TV channel, and then get my information, have the resource where I'm from, and here exactly I'm there, I'm in Meba, I'm the one living this situation. So what I'm giving is not something what I heard from someone, but I'm the one who am on forefront and see what is happening and exactly. Alors, vous pouvez entendre mon anglais qui est un peu truc, c'est pas du tout, hein. Donc, je me sens pas vraiment à l'aise dans cette langue-là que si je parlais le français. Merci, merci, merci. Je vous dis encore bonjour. Et puis, je veux entrer deep dans l'information du jour. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, jour pour jour le 20 février 2020. Et aujourd'hui, l'actualité est là. Je voulais juste vous informer sur ce qui s'est passé, ce qui s'est déroulé. Le lundi, après l'événement que je vous ai présenté la fois passée, malgré que la vidéo n'avait pas pris fin, je vous ai dit que je le fais par les moyens de bord. Le moyen de bord, c'est mon petit téléphone et puis j'essaie un peu d'arranger les images et puis bon, un peu de truc, c'est trop bruit. Vous allez voir que mes vidéos sont trop bruit, hein? Donc vous comprendrez que plutôt brute, donc vous comprendrez que c'est comme ça, je n'ai pas de caméra, c'est juste mon petit téléphone qui est un peu sophistiqué, voilà que ça peut donner quand même des images qui sont conformes et puis vous pouvez entendre les messages avec son bruit et puis avec un peu de professionnalisme. Voilà, j'entre maintenant en débat parce que c'est quelque chose qui doit passer entre 10 à 15 minutes, donc l'information en bref. Le lundi, il y a une délégation du gouvernement qui a été représentée par le chef de district de Kalumbila, donc là où le camp réside, le camp de Maeba, et les agents de sécurité, donc qui sont représentés par la police, et puis le représentant de UNHCR qui est le FIDOFSA, donc le numéro 1 chargé de la protection, et aussi le représentant de UN, donc de l'ONU, voilà, de l'ONU, ici en Zambie, et plus précisément dans la province dans le Western Province et puis dans le district de Kalumbila, là où est résidé le camp Meba que nous sommes en train de vous présenter aujourd'hui l'histoire. Donc, le lundi, on devrait normalement, c'est tous les réfugiés, c'était la demande de tous les réfugiés qui avaient senti ce ras-le-bol et qui avaient besoin des autorités en place pour venir le parler, compatir avec eux, expliquer et puis les encourager pour la lutte et puis les attaques qui les ont parvenues, bien sûr, les attaques donc les attaques toxiques, de gaz qu'on jette, asperge dans les personnes, surtout pendant la nuit. Et puis, ce qui a fait que tout le camp était aux aguets et que le sommeil n'était plus en notre portée. Il ne fallait plus dormir, que ce soit les femmes, que ce soit les enfants. Ou alors, s'il fallait dormir à la belle étoile, là, peut-être il y avait des chances que la personne ne puisse pas venir et que quand ils voient les gens dehors, donc ces assaillants-là n'avaient pas l'accès à venir donc attaquer les maisons. Après cet événement si macabre, je vous avais aussi dit que ce n'était pas seulement les réfugiés qui étaient victimes, même le numéro 1, le représentant des réfugiés, ce qu'on appelle communément ARAO, donc Office of Refugee, qui avait été aussi attaqué. Plusieurs personnes réfugiés, familles avaient été aussi attaquées ou sont toujours attaquées. D'ailleurs, j'ai une vidéo très récente d'hier que j'ai faite, que j'ai interviewé une fille qui avait été attaquée il y a 3 semaines. Donc, parmi les lycéennes que j'ai présentées la fois passée, qui avaient été
attaqués. Aujourd'hui, il y a une qui 3 semaines après, retourne toujours à la clinique pour être soignée. Elle a le problème sur la voie respiratoire et il a aussi le problème dans sa poitrine. Donc, et puis, quand elle tousse, il y a toujours le sang qui sort. Mais il n'y a pas de soins intensifs, il n'y a même pas jusque-là des examens. Et puis, le père de la fille qui demanderait à ce que, donc il demanderait l'autorisation à ce qu'il puisse prendre sa fille et l'amener dans des hôpitaux nécessaires, peut-être de privé, pour qu'on puisse lui faire des examens, savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que l'enfant sent au juste. Mais malheureusement, le dispensaire ou bien le clinique du camp, qui est représenté dans certaines cliniques du gouvernement, ne veut pas, a carrément refusé. Donc le docteur en place aurait refusé en disant que non, vous n'avez pas les droits, nous allons le soigner nous-mêmes. Donc c'est comme s'il y a quelque chose qui se cache, quelque chose qu'on ne veut pas ou qu'ils ne veulent pas qu'on découvre. Voilà. Alors, je rentre maintenant pour dire, le mercredi, plutôt le lundi, quand cette délégation est venue, ils se sont concertés avec les chefs de road qu'on appelle communément en anglais les chairman. Et quand ils se sont concertés, donc il y avait d'abord une pré-réunion avec les chefs de road et voilà, des avenues et le Harao. Après, maintenant, cette délégation-là est venue, la délégation que je te dis, du gouvernement, avec les membres et donc le représentant de UNHCR, et puis aussi la sécurité, et puis le district, et puis donc les représentants qui ont été là, c'était les chairpersons qui ont représenté les camps. Mais arrivé là-bas après leur réunion, ce qui m'a beaucoup tiqué, ce qui me pousse aujourd'hui à venir vous parler, c'est que nous avons été lésés, nous, la communauté congolaise, surtout parce que ce camp ici est beaucoup regorgé par la communauté congolaise qui a déjà pris presque 85% de ce camp sont des Congolais et quelques Burundais, Rwandais et puis quelques Angolais aussi et puis il y a quelques Somaliens. Par notre grande surprise, comme les Congolais toujours auteurs de son malheur, facilement manipulable, et il est prêt à vendre son peuple, il est prêt à sacrifier son peuple. On était surpris dans la grande réunion, j'y étais là, j'ai quelques vidéos que je vais balancer bien sûr, vous montrer que non, j'étais là. Un Congolais qui aurait dit, qui était sur place là-bas, il a pris la parole après que le speech soit fait par donc toutes les parties engagés qui étaient là. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Le Congolais qui prend la parole. C'était parmi les questions qui étaient demandées d'être posées. Alors, le monsieur posera la question. Il posera la question en disant, c'était même pas une question qu'il a posée, mais il a étalé, il a démontré d'où venait cette insécurité. Le monsieur commencerait par dire que monsieur le chef de district, monsieur le FIT OFSA, monsieur le Harao, tous les invités, les gens de sécurité, c'est nous les chefs des roads. Il s'est aussi inclus que les chamans communément appelés ici en anglais, que ce sont eux. Parmi, bon, bien sûr, ce sont eux donc certains chairman sont des instigateurs, les causeurs de troubles qui incitent la population, qui incitent les réfugiés à mener ce trouble, à revendiquer, à se soulever. Or, il fallait que, selon lui, que les chamans puissent éduquer la masse à ce que la masse puisse suivre la bonne démarche qui est de soutenir les Nemba Hutus, qui sont les policiers civils du camp, et aussi la police. Ça, c'était sa première intervention, qui est une intervention accusatoire par rapport à ces chefs de route, qui sont la plupart d'eux congolais. Et puis, il continue son speech en disant tout ce qui se déroule ici au camp Maïba,
n'est pas une réalité ou une vérité. Il n'y a pas ces gens-là qui sont en train de gazer les gens, mais c'est un complot que les Congolais eux-mêmes, que nous-mêmes faisons pour obtenir la réinstallation. Voilà le Congolais qui trahit tout un peuple, tout le monde entier, qui trahit sa progéniture, qui trahit son sang pour, je ne sais pas, un bénéfice bien quelconque. On était vraiment époustouflés. Et le gouvernement, la Zambie, les représentants qui étaient là, ont pris le relais en disant, si vous pensez que vous occasionnez cela pour la réinstallation, vous n'en aurez pas. Et nous allons traquer tout celui qui ira dans le sens de la réinstallation pour que la justice zambienne tombe sur lui, et que, après que la justice zambienne tombe sur lui, la Zambie, le gouvernement, il a le pouvoir de le rapatrier ou bien de les rapatrier, si c'est une personne ou bien c'est un groupe de personnes, de les rapatrier. Voilà un peu ce qui a que dirais-je, donc qui a révolté tout un camp. C'était le lundi. Il y avait une panique totale, une révolte totale. Les gens se sont groupés pour essayer de parler, d'analyser, et ils se sont posé la question, pourquoi c'est tant? Pourquoi il aurait dit ça? Est-ce que les gens, comme ils sont ici, est-ce que les réfugiés ont demandé la réinstallation? Ou bien les réfugiés cherchaient à ce qu'il y ait paix, qu'il y ait sécurité, qu'il y ait protection? Parce que ces gens-là, il y a beaucoup de familles qui ont été victimes, qui sont victimes jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, je vous dis que j'ai une vidéo récente d'hier, et aujourd'hui encore, il y en a d'autres. Au moment où je vous parle ici, il y a déjà 4-5 personnes qui m'appellent pour que je puisse aller faire le reportage avec eux. Et voilà ce que notre frère nous a fait. Le Congolais au milieu de la malheur de son peuple. Il est toujours prêt à vendre son peuple pour un prix, je ne sais pas, de rien du tout. On n'est pas là pour la réinstallation. Les réfugiés ne sont pas là pour la réinstallation. Preuve en est qu'il y a ceux qui ont déjà 30, 40 ans ici, 20 quelques d'années, ils n'ont jamais demandé la réinstallation. Donc ce monsieur-là a voulu envenimer et puis vendre tout un peuple, lui mettre dans un pétrin que, voilà, nous avons vécu ici, nous connaissons l'acharnement que ce gouvernement a toujours, bon, pas ce gouvernement, mais ce pays a toujours eu envers cette nation qui est la nation congolaise ou bien le peuple congolais. Alors, quelle est l'analyse ou bien quelles sont les études de ces phrases, ou bien de cette intervention de cette personne? Je vais vous expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire ceci. Pour le monsieur, quand il a donné cette impression-là, donc ça veut dire que, ici au camp, donc cette situation-là qui se dégénère, qui est déjà dégénérée ici en Zambie, n'est pas là. Ici, quand il y a la sécurité, nous sommes sécurisés du fin fond et que la protection y est à 150%. Je ne dirais pas à 100 parce que pour lui, c'est à 150%. Et que nous, maintenant, comme nous sommes déjà à l'abri de tout, mais nous voulons profiter de cette occasion-là pour qu'on obtienne ce qu'on a toujours tant cherché, qui est la réinstallation. La réinstallation, c'est quoi pour les autres qui ne comprennent pas? C'est aller en Europe, aller aux États-Unis, voilà, avoir un troisième pays. Alors, on vivrait longtemps. Peut-être on vivrait et puis ayant une bonne vie. Mais oublions que derrière son intervention, il met tout un peuple en danger. Je vous donne un exemple. Un jour qu'on appréhendrait que dans ce groupe de gens qui opèrent et qu'il y avait un Congolais, et qu'il se réfère à la déclaration d'un autre Congolais qui aurait dit que ce ne sont pas ces gens-là, les soi-disant zombies, bien ces gens qui opèrent, mais c'est nous-mêmes Congolais qui occasionnons cela pour avoir la réinstallation. Que serait le sort du Congolais? Donc, ça c'est une première partie. Je vais continuer parce que je vous ai dit que ce sont les moyens de bord. C'est un téléphone, donc, et puis le pixel prend beaucoup de mégabytes. Donc,
Je vais continuer à expliquer cela et je vais vous démontrer où est-ce que ça peut aller et quelles sont maintenant les relations qu'on aura entre les réfugiés que nous sommes et le gouvernement, et surtout entre ceux qui nous représentent ici au camp Maeba avec nous qui habitons le camp Maeba. Donc, je présente à l'opinion nationale et internationale, à nos frères partout dans le monde, d'écouter cette vidéo, de l'examiner, de comprendre ce que je suis en train de parler. Vous allez voir que vous allez comprendre que ce n'est pas se faire une star, ce n'est pas se faire connaître, bien se faire voir, mais c'est une situation qu'on doit parvenir au monde. Pourquoi? Parce que tout peut arriver. L'insécurité, elle est totale en Zambie. Tout le monde en déplore, voire même le gouvernement, voire même, j'ai une vidéo de la première dame qui a même pleuré, qui a dit pourquoi tuer vos propres frères? Pourquoi gazer? Pourquoi donner des gaz qui sont toxiques? Et d'ailleurs, je vous ai parlé la fois passée que ce gaz-là, jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas son niveau de toxication. Donc, on ne sait pas jusqu'où ça peut amener. Et pourquoi ces gens-là? Parce qu'ils n'arrivent pas à opérer, enlever les parties du corps, mais ils continuent toujours à gazer. Et pourquoi ils gazent? Et quel est l'effet de ce gaz-là? Mais jusqu'à aujourd'hui, on attend encore le ministère de la Santé nous expliquer ou bien nous donner les effets ou bien le niveau de gaz qu'aura plutôt donc le niveau toxique qu'aura ces gaz-là qui sont en train d'être aspergés dans la population, dans la masse, partout en Zambie et aussi dans les camps des refuges en particulier. Donc, c'est votre humble frère, ami, petit frère, grand frère Greenzoba qui vous présente cette émission. C'est une émission qui sera sur YouTube. Je vous demande de vous abonner massivement, de mettre votre pouce bleu et puis d'aimer, parce que plus que vous aimez, plus je ferai beaucoup de vidéos, je vous ferai parvenir la vie dans le camp et vous comprendrez que ce n'est pas mince, mais c'est quelque chose de très dur. Et si nous y sommes, c'est parce que nous avons des cœurs durs. Je vous dis ciao, à plus, bye.